Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tel Quel Talk, le podcast qui explore les enjeux sociaux, politiques et culturels qui façonnent le Maroc d'aujourd'hui et de demain. Elles ne sont prévues qu'en 2026, mais la bataille électorale a déjà commencé. Les futures législatives bousculent les dynamiques et les rapports de force au sein de l'élite politique sans toutefois réellement la transformer. Alors, on reprend les mêmes et on recommence? On dirait bien oui, et deux partis se démarquent. D'un côté, le Rassemblement national des indépendants, le RNI, conduit par un Aziz Akhannouch qui tente de défendre son bilan et maintenir son leadership. De l'autre, le Parti de la justice et du développement, le PJD, qui cherche à se réinventer et surtout à convaincre après sa lourde défaite de 2021. Les autres, l'Istiqlal, le PAM, le PPS et consorts, ont-ils vraiment voix au chapitre ou sont-ils condamnés à jouer les seconds rôles? Législative 2026, enjeux et perspectives, en débat aujourd'hui dans Tel Quel Talk. Et pour nous éclairer sur les forces et les faiblesses de notre scène politique à la veille de ce scrutin déterminant, nous avons invité deux journalistes, tous deux éditorialistes et fins connaisseurs des dynamiques politiques et institutionnelles du Maroc, Aziz Boussa et Abdallah Sorabi. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aziz Boussa, vous êtes chroniqueur, analyste, directeur de publication de Panora Post et vous animez sur Média TV le débrief, émission hebdomadaire qui décrypte l'actualité politique et pas que, il me semble. Entre autres. Merci d'être avec nous, en tout cas. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, Abdallah Sorabi, politologue, chroniqueur maison, on va dire. Vous signez chaque semaine Notre Époque. C'est le nom de votre tribune, Abdallah, publié dans les colonnes de Tel Quel. Merci en tout cas, encore une fois, à vous deux d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui. Eh bien, ça sera, pour commencer, une question grand angle. Ça sera pour vous, Abdallah. Quel regard portez-vous sur l'évolution de l'actuelle majorité depuis les dernières élections? Et puis, le RNI, est-il toujours le grand gagnant ou a-t-il déjà fait déchanter les électeurs? Ce n'est pas à moi de porter ce type de jugement. Ce n'est pas à moi de dire est-ce que le RNI a déchanté ou pas, est-ce qu'il a déçu ou pas. Enfin, il y a des élections après. Et je pense que ce sont les urnes qui pourraient départager, dire voilà, enfin, est-ce qu'il a réussi son pari, son programme, et est-ce qu'il a tenu ses engagements ou pas. Donc, c'est pas à moi de le dire. Alors, pour la première question sur l'état de la majorité, je pense qu'on est devant un spectacle politique. Une entente de façade? Une entente, franchement, quand on a un peu de mémoire politique, c'est pas quelque chose de nouveau. Oui. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on a revues plusieurs fois, avec des acteurs qui changent, enfin, des acteurs parfois interchangeables. Je rappelle qu'avant les élections de 2021, c'est-à-dire un an avant, il y avait une majorité qui était composée à l'époque du PJD qui dirigeait la majorité. Il y avait le RNI qui était le grand soutien du PJD avec le PPS, et on a vu déjà des dissensions au sein de la majorité, c'est-à-dire on a vu que le RNI, parfois, il leur faisait des piques, des critiques envers son allié, qui était le PJD. Donc, on n'est pas devant quelque chose de nouveau. Oui. Il me semble que c'est un peu trop tôt, c'est-à-dire que là, la course vers ce qu'on est en train d'appeler actuellement pour diriger le gouvernement du mondial, je pense qu'il y a un départ trop hâtif. C'est-à-dire qu'on a commencé 2 ans avant les élections, les dissensions ont commencé se fissurer, ont commencé à se montrer. Donc voilà, enfin, on est devant, j'espère que c'est un faux départ, mais on est devant un départ hâtif en vue des élections de 2026. Une campagne électorale lancée beaucoup trop tôt. Aziz Boussa, est-ce que vous êtes d'accord? Je vous repose la même question aussi. Quel regard portez-vous sur la santé de l'actuelle coalition? Puis j'ai envie de pousser un peu le questionnement avec vous, Aziz. J'aimerais bien qu'on s'intéresse aussi aux autres partis qui composent cette coalition. Le PAM, l'Istiqlal, comment ils se positionnent, aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont réellement réussi à faire entendre leur voix ces 4 dernières années? Moi, contrairement à Abdallah, contrairement à ce que tu penses, je crois que d'abord, c'est pas trop tôt de lancer la campagne maintenant. Et deuxièmement, qu'il nous appartient de dire les choses. On observe, on regarde, on analyse sur un certain nombre de critères, de facteurs. Et donc, il y a une campagne qui a démarré un peu tôt, mais pas trop tôt. Pourquoi? Parce que la raison est très simple, c'est qu'il n'y a jamais eu de majorité. Tu le sais bien, c'est difficile de considérer que PAM, RNI, Istiqlal soient véritablement une majorité. C'est plutôt une somme arithmétique, c'est plutôt un seuil arithmétique qu'ils ont atteint. On a pris les 3 premiers, c'était pas compliqué. Le RNI le premier, il a pris le deuxième qui était le PAM, et le troisième qui était l'Istiqlal. Ça faisait sens, c'était une forme de cohérence. Ah, parce que les majorités qui ont précédé l'actuelle coalition, pour vous, elles étaient beaucoup plus cohérentes. On s'en souvient, il y avait des crises à répétition entre le PJD. Non, elles n'étaient pas cohérentes. Là, il y a une forme de cohérence, une forme de cohérence arithmétique.
Arithmétique. Après, ça donne quoi? Ça donne un RNI. Le RNI se dit social-démocrate. J'étais chercher social-démocrate, j'ai trouvé 3 bibliothèques pour expliquer ce que c'est. Social-démocrate pour le RNI. Le PAM, bon, c'est bon, son programme est dans son titre, c'est authenticité et c'est modernité. Et c'est un peu compliqué de faire ce genre d'écart parce que bon, ben, où on est moderne, on est bon. Et l'Istiqlal est traditionnaliste ou conservateur, c'est selon les choses desquelles on discute, les points sur lesquels on discute. Mais, il a une certaine cohérence. Alors, qu'est-ce qui peut relier l'Istiqlal au RNI? On se rappelle que Bousta, sous ton contrôle, appelait ces partis-là les Hizbikul, les partis de l'administration. Hizbikul. Donc, il y avait une forme de parti cocotte minute, tu te rappelles du terme qu'on utilisait? Cocotte minute, et puis l'autre avait sorti ce joli terme que je trouvais Hizbikul, une particule. Bon, voilà, c'était l'UC, c'était le RNI, il y a seul le RNI qui est arrivé. Et donc voilà, on arrive à cette coalition qui ne voulait pas dire grand-chose. Je pense que le pacte de la majorité qui avait été fait ne partait pas dans les choses de fond, mais vraiment, il soignait ce qui était artificiel, de surface. C'est-à-dire qu'on va travailler, on va faire les choses, on se répartit le territoire, les régions, les communes, les grandes villes, on se répartit les sièges, portefeuilles ministériels, les plus importants pour chacun des partis. Pour le secrétaire d'État, on a tous vu ça, c'était à part égale. Et ça a continué. Et donc, il est tout à fait normal maintenant que on se rappelle qu'en 2021, quand le gouvernement s'est installé, on parlait pas de mondial. Là, maintenant, ça fait saliver tout le monde. Mais un parti historique comme l'Istiqlal, Aziz l'Israël, que tu connais très bien, est-ce qu'il a perdu au change dans cette coalition? Dans l'ADN de l'Istiqlal, tu dis non aussi dans l'ADN. Mieux que moi le parti. Dans l'ADN, justement, c'est pour ça que je dis pas. Bon, j'ai vécu un peu dedans. La politique de la chaise vide n'existe pas. Il y a un poste à prendre, on le prend. Et on critique de l'intérieur. Ça, c'est une théorie qu'ils ont, c'est une idéologie bien ancrée de fonctionnement, bien ancrée dans le parti de l'Istiqlal. On propose, on y va. Et on critique de l'intérieur, mais on est... Sans faire des vagues, sans faire de grands discours, sans sortir précisément dans les médias. Ça dépend, Bouchra, de la personnalité du patron. Quand c'est Abbas Lefessi, c'est plutôt calme. Quand c'est Bousta, c'est mieux calculé. Quand c'est Shabbat, bon ben, je te laisse regarder. Et quand c'est Nizar Baraka, elle n'est pas un crieur. Nizar Baraka est quelqu'un de beaucoup plus posé, de beaucoup plus intello. Donc ça dépend de la personnalité et puis aussi du comité exécutif qu'il y a autour de lui. Et puis la communication, c'est le grand talon d'Achille de cette majorité. On est devant une nouvelle religion qui s'appelle la communication. C'est-à-dire que voilà, tout le monde est sommé de communiquer, de parler, etc. C'est une nouvelle religion, non, c'est une vous nouvelle dites, religion. Dans la politique, en ce moment, c'est une nouvelle religion. C'est-à-dire que tout le monde doit communiquer, etc. Mais pour communiquer, il faut avoir déjà des idées et avoir aussi les hommes et les femmes qui sont capables de porter cette communication. Or, ce gouvernement-là n'a malheureusement, Aziz l'a dit tout à l'heure, il faut revenir aux élections, enfin aux résultats des élections. C'est-à-dire que voilà, tout ça s'explique par les résultats des élections. Il y avait un ennemi à battre. Il y avait un ennemi à battre, c'était le PJD. C'est-à-dire, le pays ne pouvait pas supporter, ou l'on pensait que le pays ne pouvait pas supporter, un autre mandat du PJD à la tête du gouvernement, en la gestion des choses publiques, à la gestion des grandes villes du royaume. On disait, voilà, le pays a pris des retards sur beaucoup de chantiers, etc. Il y avait pas mal de choses aussi, des choses qui sont vraies, d'autres qui sont fausses sur, le PJD qui va nous retarder, qui va là aussi, sur des choses comme, c'est un parti conservateur, il y aura des régressions sur les questions de droits de l'homme, les questions de droits de la femme, etc. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il y avait un ennemi à abattre. Aziz Akhannouch a réussi son pari, c'est-à-dire d'arriver le premier. Il a réussi ce que le PAM n'a pas pu réussir pendant les élections de 2016. Et avec une majorité écrasante, à peine contrariée par une opposition totalement disloquée. On peut revenir sur ça. Aziz Akhannouch a beaucoup de mérites aussi. Il n'a pas que des défauts, il a aussi quelques mérites. Et donc, voilà, on arrive en 2021, on a un parti qui arrive premier, qui le réunit, donc l'article 42 de la Constitution, le chef de gouvernement est issu des premiers partis, donc forcément Aziz Akhannouch. Et on a aussi un parti qui a été créé pour gouverner, qui est le PAM, pas que dès l'origine, le PAM a été créé pour gouverner, pour occuper la place qu'occupe Akhannouch maintenant et qu'occupe le RNI maintenant. Bon, circonstances de l'histoire, il y a beaucoup de choses, on va pas revenir sur l'histoire politique du Maroc des 15 dernières années, mais en tout cas le printemps arabe, etc. Donc, le PAM ne pouvait pas rester dans l'opposition 5 ans de suite. Donc, il fallait rejoindre le gouvernement, il fallait rejoindre la majorité. Donc, le PAM, il se retrouve dans cette majorité qu'on pourrait qualifier de bancale. Et après, s'ajoute un autre parti, et Aziz a tout à fait raison, c'est Aziz Boussa, a tout à fait raison. Vous faites bien de préciser de quel Aziz on parle. Parce que oui, exactement.
Et donc, comme a dit Aziz Bousta, l'istiqlal aussi, c'est dans son ADN, depuis sa création, depuis qu'il elle est aussi là pour gouverner. Donc, évidemment, le istiqlal non plus ne pouvait pas supporter d'être, encore une fois, la décision qui a été prise par Chabat avant Nizar Baraka, d'être dans l'opposition, l'istiqlal ne pouvait pas. Il a une armée de cadres, de notables qu'il faudrait caser. Donc, on se retrouve avec une majorité gouvernementale qui n'a pas de projet social commun. Et pardonnez-moi, l'Istiqlal qui n'est pas parvenu à déployer l'ensemble de ses cadres et de ses compétences dont vous venez de parler au sein de l'actuelle majorité. Évidemment, ils ont des portefeuilles ministériels, mais on sait très bien que les portefeuilles les plus importants ont été déployés entre... Mais ça, c'est un problème, tout le monde connaît, les gens qui sont dans le milieu des affaires notamment, ils connaissent ça. Il y a malheureusement un problème, c'est que ça se gouverne par silo. C'est-à-dire, chaque ministre qui est dans son département, il est quasiment responsable de son département. Bon, Aziz Akhnouch, c'est ce qui explique ses choix de remaniement ministériel. C'est-à-dire, il préfère, qu'il encadre lui-même, les ministères, qui sont des ressorts du RNI. Le Istiqlal gère ces départements tout seul, c'est-à-dire Nizar Baraka, il est à la tête d'un ministère qui est extrêmement important. Donc il le gère lui-même, etc. Bien sûr, il ne gère pas ça tout seul d'une manière souveraine, mais en tout cas, le chef de gouvernement, il est là, mais on est devant une gestion par silo. C'est-à-dire, chaque ministre, chaque entité partisane gère son périmètre, etc. Et ce qui donne, parfois des incohérences, parfois des dissonances, mais on n'avait pas un projet en commun. On est en train de revenir à une déclaration d'Abbas Fassi quand il a dit, on s'entend, mon programme, c'est le programme Sa Majesté. Là, on est revenu à ça, sauf que le programme de Majesté, c'est aussi... C'était avant la Constitution d'acte. C'est ce que j'allais te dire. Entre-temps, il y a la Constitution de 2011. Donc, on peut revenir sur cette discussion-là. C'est malheureusement, tout ça est en train de faire beaucoup de tort à la pratique politique au Maroc, aux institutions des pays, à l'esprit de la Constitution et à la classe politique marocaine qu'on est en train de voir. Il y a une désaffection totale pour cette classe politique et pour la politique elle-même. Et d'ailleurs, un extrait de votre dernière tribune, Abdallah, je vous cite, Akhnouch est un général sans lieutenant, vous dites, ni soldat, il a choisi d'avoir une cour plutôt qu'une armée et des salariés plutôt que des militants. C'est un autre fin sujet. De citation, on peut revenir au RNI si vous voulez. Vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas de main morte. On y reviendra, bien sûr, on y reviendra. Vous souhaitez peut-être réagir à Aziz Bousta avant qu'on reparle du PJD précisément et du récent congrès. À ce qu'a écrit Abdallah, revenir sur ça, parce que bien sûr j'ai lu ton édito et bien sûr j'ai tiqué sur ce passage que vient de relire Bouchra. C'est un général sans lieutenant ni soldat. Soldat, il préfère des salariés. Bon, tu connais Yann Kershaw, le grand historien. Loin de moi de faire une quelconque comparaison, mais il a donné une définition d'un parti qui fonctionne. Et la définition d'un parti qui fonctionne, c'est exactement l'antithèse de ce que tu as écrit sur le RNI, c'est-à-dire un leader incontesté, une communauté autour de lui charismatique, un projet fédérateur qui mobilise et qui fédère, et un ennemi commun. S'il n'y a pas ces quatre, pour la petite histoire, je disais à plein de ministres actuels, chacun a pris son truc, a commencé à écrire, c'est intéressant, c'est comme ça qu'il faut faire le truc. C'est pas moi qui le dis, c'est l'autre. Donc, à partir du moment où on n'a pas ça, on a un problème. Avant d'aller au PJD, là où je critique Aziz Akhnouch, qui a énormément de qualités, énormément. Mais je dirais quelques-unes, bzaf les qualités, énormément de qualités, mais pas dans le milieu politique. C'est un excellent homme d'affaires. Seulement un homme d'affaires qui est capitaine d'industrie n'est pas tout à fait habitué à travailler en démocratie. L'entreprise n'est pas une démocratie, une entreprise est plutôt une autocratie. Et donc quand on travaille comme ça pendant 30 ans et 40 ans et qu'on se retrouve dans une position où il faut partager, il faut expliquer, il faut composer, il faut équilibrer, il sait pas. Et donc c'est ce qu'on voit là aujourd'hui. Et on peut prendre des exemples dans le monde entier. C'est pas un exercice nouveau pour lui, Aziz Bousta, c'est-à-dire qu'Aziz Akhnouch, avant de devenir chef du gouvernement... Il n'était que ministre. Il n'était pas chef d'une majorité. Parce que maintenant, ce qui complique les choses, ce sont deux facteurs. Un, c'est la Constitution avec l'article 47 qui précise que le chef du gouvernement doit être choisi parmi les premiers partis arrivés. Et la deuxième, c'est la tradition mise en place par le roi qui est « je nomme le chef ». Ou quand c'est pas le chef comme en 2017, c'est le sous-chef, le numéro 2. Avant, je dis pas que avant c'était mieux, non. Maintenant c'est mieux. Seulement il faut que la population, il faut que les électeurs, il faut que la classe politique s'y habitue. Avant, sous Hassan II, majorité, pas majorité, on prenait quelqu'un qui était le choix direct du roi, qui ne lui était pas imposé, parce que là maintenant c'est imposé. Il ne peut pas prendre un chef du gouvernement en dehors du premier parti. Et avant donc, Feu Hassan II prenait quelqu'un que les autres savaient être le choix
du roi. Et donc, ça pouvait composer. Et en général, à l'exception peut-être de Estine Al-Akhi, dont tu te rappelles, qui n'était pas terrible, les autres étaient plus consensuels. Karim Amrani, Filali, Asman, ils étaient plus consensuels. Là, maintenant, on se retrouve avec des premiers ministres qui sont là par la force de l'urne et du choix du roi. Et donc, on ne tombe pas toujours sur des gens qui sont consensuels, qui sont capables d'expliquer, capables de réunir une majorité ou de fédérer la majorité autour d'eux. Et c'est là où on a le problème. Alors, en parlant du casting, du coup, lui, il était ancien chef du gouvernement, Abdellah Ben Kiran, qui fait pas mal d'actualité, là, en ce moment. Alors, on le dit, certains pensent qu'il est redoutable. L'est-il encore? Ça, on se posera la question dans quelques instants. Mais j'aimerais juste qu'on revienne sur cette séquence, sur ce 9e congrès. Abdellah Ben Kiran qui est reconduit à la tête du PJD. Est-ce que c'est une chance ou une malédiction pour ce parti, Abdel Sorabi? C'est ni une chance ni une malédiction. C'est la nature des choses. C'est le PJD, voilà. Enfin, je pense qu'il faudrait revenir sur quelque chose. Moi, je l'avais écrit. Voilà, je reprends un tout petit peu ce que j'avais écrit. Ouais. C'est qu'il y a un lien organique entre Abdellah Ben Kiran et le PJD. Comme vous le savez, le PJD a été un parti depuis sa création, depuis sa naissance. Enfin, même, je ne parle pas de sa naissance formelle en tant que parti politique, depuis qu'il était mouvement dans les années 80, dans la clandestinité. C'était un parti où il y avait plusieurs centres de pouvoir et c'était entre des gens, c'est ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on dit en latin, primus inter pares, c'est-à-dire c'est le premier parmi ses pairs, le premier parmi des gens qui sont au même niveau que lui. Il n'y avait pas, c'est-à-dire qu'au sein du PJD, pendant les années 80, enfin quand je dis le PJD, c'est-à-dire le mouvement Tjdid, qui était au début, c'est le mouvement, et il y avait des gens comme Abdellah Ben Kiran, mais il y avait aussi Saad Othmani, il y avait Yatim, il y avait Baha, il y avait des gens où il n'y a pas de personnalité qui se dégageait en tant que chef. Mais Abdellah Ben Kiran, c'est toujours considéré comme étant le créateur, celui qui est derrière le PJD. Et effectivement, dans les grands moments de ce parti, Abdellah Ben Kiran était toujours présent. C'est-à-dire au moment où il fallait passer de la clandestinité vers l'action égale, c'est Abdellah Ben Kiran qui était pour créer un parti politique et sortir de la clandestinité. Alors, il donne du souffle au PJD. Saad Othmani, à l'époque, était un radical. Il était pour la clandestinité. Il faut inverser pour voir un peu à quoi le parti a changé. Les gens ont changé entre-temps. Je vous coupe très rapidement. Oui, c'est vrai que les principaux observateurs de la vie politique ont toujours estimé qu'au sein du PJD, il y avait quand même une forme de démocratie interne, saine, qui fonctionne bien. Or, est-ce que c'est pas paradoxal avec Abdellah Ben Kiran qui semble comme une figure spirituelle quasi écrasante c'est pas du tout le cas. Il est incontournable. Il a été réélu. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'alternative en fait? Non, pour plusieurs raisons. Il a été réélu, mais quand vous voyez les chiffres, les statistiques, quand vous voyez le deuxième qui était réélu, il n'est pas très loin. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie aussi du parti qui a voté contre lui. Et actuellement au sein du PJD, il parle du premier tour. Je parle du premier tour, mais même au deuxième, il n'y avait pas une grande différence avec celui. Oui, mais bon, on n'est pas devant d'autres partis. D'autres partis où ont été élus à 99%. D'accord. Donc, il fait pas l'unanimité au sein du PJD. Il fait pas l'unanimité. C'est-à-dire, il y a un courant à l'intérieur du PJD qui est contre lui. C'est le courant du quadra, des gens qui sont là, qui veulent avoir des nouvelles idées. Enfin, on peut donner des noms. Amin Al-Ainin, Abdelali Hamiddine, etc. sont des dirigeants du parti, mais qui sont, ils le disent pas clairement, ils le disent pas ouvertement, mais qui sont pour le départ d'Abdellah Ben Kiran. Mais le problème, c'est qu'Abdellah Ben Kiran, il a considéré, l'explication, elle est psychologique. L'explication, c'est que Abdellah Ben Kiran ne veut pas que le parti meure alors qu'il est encore en vie. C'est l'explication, elle est là. C'est-à-dire, moi, il y a un parti qui est en train de mourir devant moi. Et c'était la réalité. Les résultats de 2021, on est loin, très très loin de ce que le parti a pu réaliser en 2011-2016. Donc, on est financièrement aussi, il faut le savoir. Financièrement, le parti est extrêmement pauvre. Il est extrêmement pauvre parce que il comptait beaucoup plus. À cause de la défaite, notamment, en 2021. Les cotisations des ministres, des élus, etc. Donc, il n'a plus de ressources. Vous savez, il a été obligé de rendre un terrain qu'il avait eu pour pouvoir construire un nouveau siège. Donc, il a rendu le terrain. Donc, un parti pauvre et deux partis qui, d'abord, la défaite politique, mais qui est écrasante et qui est humiliante. Deuxième chose, un parti pauvre. Et troisième chose, la désaffection totale des bases. Je ne parle pas des électeurs, des bases. Il faut savoir qu'au 2021, il y avait beaucoup de circonscriptions qui n'ont pas trouvé de candidats. Les gens ne voulaient plus se présenter au nom du PJD. Donc, Abdellah Ben Kiran retrouve cette situation. Il dit, moi, je peux pas le laisser mourir, ce parti. Donc, il y avait cette situation-là où il devait donner un peu de vie au PJD. Est-ce qu'il a réussi?
Il a réussi. C'est-à-dire que le PJD est en train de se replacer au centre des débats. Je dis pas qu'il va gagner les élections. Je pense que voilà, aux prochaines élections, enfin voilà, s'il arrive à 20 sièges, 25 sièges, c'est déjà pas mal. Le pari est réussi. Mais en tout cas, il a réussi à remplacer le PJD au milieu du débat politique. Mais par contre, il y a des dissensions qui sont énormes au sein du parti. Est-ce qu'il parviendra à rassembler et à dépasser ces fameuses dissensions? Aziz Bousta, votre point de vue et par rapport à ce que disait Abdallah à l'instant, est-ce que le PJD opère un retour médiatique ou un vrai retour politique? Le PJD, je pense qu'il a été porté par la vague de 2011 et il est arrivé là où il fallait qu'il arrive. Que Ben Kiren, qu'on appelle un peu inconsidérément et pas très poliment Dahera Sotiya, est plus que Dahera Sotiya. C'est un homme politique, c'est un fin politique. Très, très fin politique. Et donc, avoir 5 ans au gouvernement, malgré la compensation, malgré les retraites, malgré les décisions extrêmement impopulaires qu'il a prises, il les a expliquées. Les Marocains ont ceci de particulier qui sont extrêmement râleurs, mais quand on leur explique, ils comprennent plus ou moins. On a un système qui est ce qu'il est. Donc, il y a eu rebelote en 2016. Et puis, en 2021, le parti a reflué pour 2 raisons. D'abord, le reflux général des mouvements islamistes dans le monde arabo-musulman. Et puis, c'est Addin Latmani, qui est plus l'intello que le politique. Il a fait, et bien entendu, à l'histoire de la signature des accords d'Abraham, etc. Même si c'est pas les accords d'Abraham, le cannabis, etc. Il a fait la loi 51-17 sur l'éducation, l'introduction du français, etc., etc. Donc, tout ça a créé quelque chose. Le problème, quand on dit, là, je suis pas d'accord, comme Georges, vous dites la démocratie. Oui, la démocratie. Mais c'est une démocratie doublée d'idolâtrie. Parce que c'est quoi la démocratie dans ce parti? C'est un peu la démocratie des grandes religions. C'est-à-dire, on ne vote pas, personne ne se porte candidat. Il y a des gens qui sont là, qui votent, c'est par... Il est désigné par le Conseil national. Désigné par le Conseil national. Premier tour, deuxième tour. Quand la personne arrive au deuxième tour, a fortiori est élue, elle peut décider si elle veut y aller. On sort de l'élection du conclave, du Vatican. Donc, il y a certaines similitudes. Mais, Saadine Latmani, pour le mur, Mouvement Unicité et Réforme, je me rappelle, je crois que c'était en 2016, il avait des visions, il avait des ambitions politiques, et donc il avait refusé. Il était passé, premier tour, deuxième tour, il allait pratiquement être élu, il avait refusé. Tu te rappelles de ça. Belkilal, on peut lui reprocher aussi ça, c'est que si tu as des électeurs idolâtres, et j'utilise le terme idolâtre parce que j'ai parlé à pas mal d'entre eux qui me disent pourquoi? Mais est-ce que c'est une caractéristique qui est propre au PJD? On peut aussi se poser la question, parce que dans de nombreux partis politiques... C'était le travers aussi qui avait... Il y en a pléthore main, qui est les secrétaires généraux qui sont là, mais depuis au moins une quinzaine d'années. Je viens de citer le cas de Boustet, qui est resté 24 ans, et qui, quand il a fallu que lui vienne un jour de 98 dire ça suffit, tu te rappelles de ça, on arrête. Oui, mais tout ça pour dire que ce caractère d'idolâtrie, c'est peut-être pas propre non plus au PJD. C'était le sujet précisément. Oui, auquel maintenant on parle pas du XXe siècle, on parle de maintenant. Et le problème de maintenant, c'est que Ben Kiran n'a plus, il en est lui-même convaincu que son parti ne reviendra pas à la dimension qu'il avait. Il en est lui-même convaincu. Donc, s'il y a une partie des quadras dont tu viens de parler, et même les non-quadras, Mustafa Ramid, qui disent, il a atteint, ça y est, il a fait ce qu'il a fait, il a servi, comme disent les Américains, merci, servir dans le sens positif du terme, il a servi comme chef du gouvernement, comme, ça y est, et mets-toi à une place comme font les autres chefs du gouvernement et les autres premiers ministres dans notre pays. Une fois, il y a une tradition, quand on sort de la primature, on se tait. On disparaît, on s'enferme dans sa maison, on devient au choix, ou sage, ou touriste dans le monde, ou n'importe quoi, mais on la ramène pas. Belkirane n'a pas arrêté qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il n'a plus, il n'a plus la santé, il est fatigué, il est. Oui. Et c'est ça le problème que nous avons. Adla, vous dites qu'il faudra du temps, un renouvellement idéologique, organisationnel, pour espérer convaincre à nouveau. Vous parlez évidemment du PJD. Alors, moi, concrètement, j'ai envie de vous demander combien de temps? De quel renouvellement idéologique on parle? Est-ce que le PJD est prêt aussi à décorréler son discours du logiciel religieux qui est son ADN fondamental? Le risque de choquer les gens, peut-être qu'ils nous regardent, le PJD est un parti laïque.
est un parti extrêmement laïque. Oui. C'est un parti qui a tout, enfin, depuis dans sa structuration, à partir de 96, il a distingué entre la partie pour la prédication, c'est le mur, et le PGD. C'est-à-dire, pour l'action politique, il y a un parti, pour l'action prédicative, il y a un mouvement qui est là, dans son côté, etc. Et à chaque fois il parle, c'est jamais, pendant des années, il ne parle pas au nom de la religion. Il parle au nom des valeurs marocaines, conservatrices, traditionnelles, etc. Le matiné de référentiel religieux. Exactement, référentiel religieux, que tout le monde utilise. Le cercle utilise ça, tout le monde utilise ce référentiel religieux dans cette acception traditionnelle conservatrice marocaine. Et par exemple, là, récemment, il parle pas au nom de la religion. Et il y a une distinction qui a été faite depuis très longtemps sur le PGD, et des gens comme l'Athmani et des gens comme Yatim, ils ont théorisé pour ça. Ils ont théorisé pour la séparation entre les religieux et le politique au sein de leur parti. Oui. Donc, quand le parti, quand il s'est présenté aux élections de 2011, et aux élections de 2016 un peu moins, mais beaucoup plus de 2011, c'était pas au nom de Sharia, c'était pas au nom de quoi que ce soit, c'était au nom de Muharabat al-Fasad. La lutte contre le façade. Et le façade, c'est pas le façade moral, c'est pas la corruption morale, c'est la corruption, que l'on connaît, dont on se plaint tous, etc., etc. Donc, alors, sur le PGD est un parti, ça peut choquer des gens, qui pourraient écouter, mais c'est un parti laïque dans son fonctionnement et même aussi on peut trouver bien sûr des valeurs religieuses, mais c'est pas ça l'ADN du parti, c'est pas ça, qui anime le parti. Il se drape plus que les autres de l'habit religieux. Faut le reconnaître. L'habit religieux. Que je mets entre mille guillemets, cette expression. L'habit religieux, la Constitution, elle est extrêmement claire sur cette question-là. C'est dans le domaine du roi, et même le roi lui-même, ça lui appartient pas exclusivement. Ouais. Ça appartient aux institutions religieuses du pays, le conseil des ulama, etc. Donc, même le roi, il peut pas donner un avis religieux tout seul. C'est une question qui est très complexe au Maroc. La question des relations entre le religieux et le politique est extrêmement complexe. Donc, pour revenir au PGD, et là, je vais revenir à un point qui a été évoqué là. Je pense qu'on est un peu en désaccord. Je pense pas que ce soit de l'idolâtrie. Souviens-toi que pendant 4 ans, Belkela était complètement à l'écart. Il était chez lui, à la maison. Peu de personnes venaient le visiter. C'était un repos forcé. Oui, mais pendant la primature, tu m'as dit. Pendant la primature, c'est-à-dire que l'idolâtrie n'était pas là. C'est-à-dire que le PGD, ils sont pas sortis dans les rues. Ils s'empêchaient pas de faire des tacles de temps en temps. Ils faisaient des tacles, mais sur des questions où ils considéraient que que c'est en train de toucher l'identité du parti, son positionnement. Le fondement, c'est, tu l'as dit, le cannabis, l'éducation. Et évidemment, les accords d'Abraham. Oui. Donc, sur ces questions-là, et parce que, je pense, qu'il était majoritaire au sein de son parti. Sur la question, au moins, la question des accords d'Abraham, la normalisation avec Israël, c'est la voix, quasiment de tout, à part quelques ministres à l'époque qui disaient qu'il n'y a pas de problème, c'est une nécessité d'État, etc. Mais les partis, les bases du parti, ils étaient hors d'eux, à cause de ça. C'est que l'Athmani soit la personne qui signe ce document. Donc, Belkela, il n'y a pas d'idolâtrie, parce que pendant 4 ans, il était en dehors de l'action politique et personne n'a fait appel à lui. Mais après l'effondrement total du parti, donc il y a un côté un peu, puisque tu as évoqué des métaphores historiques, un peu de Gaulle. C'est, je vais revenir, ou un peu El Fassi. Je vais revenir, voilà. C'est vrai que si t'es de Gaulle, El Fassi dans la même phrase. Exactement. Mais en tout cas, je suis pas en train de dire Belkela est de Gaulle, loin de là. Mais en tout cas, il y a ce côté-là, je vais revenir pour sauver la République, etc. Je vais revenir pour sauver le PGD parce que je veux pas parce que il faut être clair, le parti allait éclater, mais vraiment au morceau, s'il n'y avait pas quelqu'un qui arrive et qui recolle un peu les morceaux. Et ce qu'il a fait, bien sûr, il a eu aussi des dégâts énormes. Le retour de Belkela a fait des dégâts énormes au sein du PGD. La démission et le départ de plusieurs cadres du parti qui sont plus revenus. Ramid, quand vous lisez les déclarations, quand vous écoutez les déclarations de Ramid, ce sont des ennemis actuellement. Ça a commencé en 2016. Rbah est parti, il a quitté complètement le parti, il a quitté même l'action politique. Amara, il a démissionné complètement des partis. Daoudi, là, il est en train de revenir un petit peu, mais il y a des gens qui sont complètement disparus. Souleymane Labrani, qui était un peu l'homme fort du parti, l'homme d'organisation, ça y est, il est complètement disparu. Le PJD fragilisé, mais il garde tout de même une caution morale auprès de l'opinion publique. C'est l'idée que vous développez dans l'un de vos billets. Je rappelle, Aziz Boustek, que vous êtes directeur de publication de Panora Post. Et vous dites, je vous cite, nous entrons, bien sûr, on parle de scrutin 2026, perspective. Vous dites, Aziz, nous entrons dans une confrontation entre 2 projets de société, la morale, le vénal, l'éthique versus le pragmatique. Du coup, on peut se demander quels sont les thèmes qui vont structurer justement ce scrutin. Ça sera le pouvoir d'achat, ça sera la santé, ça sera l'éducation.
Ça sera quoi Ça sera aucun. C'est pas comme ça qu'on vote. Dans ce pays, malheureusement, c'est pas comme ça qu'on vote. On va voter pour un parti parce qu'on aime bien ce parti, mais pas parce qu'on sait ce qu'il va faire. Le pouvoir d'achat, c'est pas une question qui préoccupe aujourd'hui nombre de Marocains et qui pourrait clairement orienter leurs intentions de vote. Maintenant, à la décharge de notre électorat, de nous-mêmes, et avec le 2026, peut-être que on va dire au RNI, tu as dit qu'on méritait mieux, tu as dit que tu allais faire. Mais bon. L'État social aussi. Oui. L'État social, je sais pas s'ils pourront faire quelque chose là-dessus, puisque ce sont des projets du roi en général. Donc, non, moi je pense que c'est sur l'emploi, sur les prix, sur les différents conflits d'intérêts, mais enfin, franchement, le RNI, c'est pas étonnant. On sait comment fonctionnent les gens du RNI. On sait comment il est depuis qu'il est né. D'ailleurs, il s'appelle Rassemblement National des Indépendants. C'est-à-dire qu'on n'est pas tenu par une idéologie quelconque puisqu'on est indépendant. Et tu te rappelles de comment ça a été fait en 76-77. C'était des indépendants qui avaient été élus au Parlement et puis que Haussmann avait rassemblé. Ça donnait le Rassemblement National des Indépendants. C'est tout. Ça fait et qui reste quelque part. Donc on n'attend pas grand-chose maintenant. Pour le PJD, alors c'est très compliqué cette histoire de PJD. Sur Ben Keren, c'est très très compliqué aussi parce que il était là quand même pendant. Il parlait pas. Forcément, il y a toujours un avantage à être chef du parti, chef du gouvernement, parce qu'on devient chef du parti. On peut se rappeler du troisième mandat de Bess El Fassi, à l'Istiqlal. Bien entendu. Il aimante, il attire. C'est un aimant qui attire toutes les ambitions, donc forcément. Mais Abdellah Ben Keren était là pendant le vote de la loi sur l'éducation en 51-17. Il était là pour la signature de l'accord tripartite. Il était là, il disait des choses. Abdellah Ben Keren avait donné son onction à la signature de l'accord avec les Américains et les Israéliens. Il avait donné son onction. Je dis terme onction pour revenir un peu à la religion. Donc Ben Keren était là. Et puis, il faut dire qu'il a été énormément aidé par le fait que Saadine Latmani a eu la sagesse de comprendre que j'ai fait mon temps, j'ai servi en tant que chef du gouvernement, je m'en vais. Un point, c'est tout. Donc, il y avait personne. Et c'est ça ce qu'on peut aussi reprocher à ce parti-là maintenant. Oui, il y a le moral et le vénal, parce que le parti, le PJD, on peut dire ce qu'on veut des gens du PJD, au niveau intégrité physique ou intégrité personnelle des différents élus, ministres, etc. Il n'y a pas eu de scandale, sauf peut-être des choses des exceptions qui confirment la règle. On peut être sur le côté moral. Ils défendent ça pour éviter la religion. Par l'affaire Amkras, déclaration, CNSS, oui, oui. D'accord, mais c'est pas mortel, quoi. Ce qui est pas bon, c'est un conflit d'intérêts sur tous les trucs. Il a fait une bêtise. C'est vrai que c'est une bêtise, mais enfin, c'est pas ça qui va tout remettre en question. Pardonnez-moi, Aziz, je vous ai coupé parce que il faudra qu'on voit un petit peu aussi les perspectives pour le scrutin 2026. Vous êtes revenus tous les deux sur les accords d'Abraham. La cause palestinienne, tiens, il y a eu ce discours du 1er mai de Abdellah Ben Keren. Aziz, qui vous a particulièrement agacé. J'aime pas me faire traiter de hamar. C'est tout, des microbes, c'est aussi simple que ça. En fait, j'aimerais bien, si vous voulez bien qu'on dézoome, non, on reviendra à ce discours, si vous le souhaitez, on peut aussi le décrypter ensemble, mais plus globalement, si on dézoome du cas du Maroc, la cause palestinienne, elle a percuté quand même le débat politique dans plusieurs scrutins à l'étranger, elle a occupé une place importante, bien sûr, évidemment, en fonction du système intérieur de ces pays, on l'a vu, les élections en France, aux États-Unis. Est-ce qu'il en sera de même, pour les futures législatives ici au Maroc? Non. Est-ce que ça va être quelque chose de déterminant dans les intentions de vote, Abdellah Tolabi? Alors, il y a deux parties dans la question. Je répondrai par la même occasion à la première question que vous avez posée sur quel sera le thème des élections. Enfin, oui, alors élections. Oui, c'est vrai. C'est extrêmement simple. Vous allez mettre une chèvre dans une circonscription, vous lui donnez 20 millions de dirhams à dépenser, ou bien cette chèvre, elle appartient à une grande famille. D'accord? Elle appartient à une grande famille, très riche, notable, etc. Et les gens, surtout dans le monde rural, et les gens ont respect pour cette famille. Ils vont voter pour cette chèvre. C'est aussi simple que ça. Elle peut parler du pouvoir d'achat, elle pourrait parler de l'inflation, elle pourrait parler de je ne sais pas quoi. La chèvre va gagner du moment que c'est un notable. Vous dites à Abdellah Tolabi aujourd'hui que ça sert à rien de voter, en fait. Non, malheureusement, non. Enfin, malheureusement, dans l'état actuel, je dis pas qu'il malheureusement, ce que l'offre politique qu'on a, elle est extrêmement faible. Elle est extrêmement faible. Ça va être un combat de notables. Et c'est pour ça, les gens, ils ont bien compris tout ça. C'est pour ça, Aziz Arnouch est quelqu'un d'extrêmement intelligent, méthodique, organisé, parce qu'il sait très très bien ce qu'il est en train de faire. Le RNI a été le parti qui a couvert le plus de circonscriptions
aux élections de 2021, quand je dis circonscription, pas seulement pour les élections législatives, parce qu'il faut pas oublier ça, mais aussi pour les élections communales. C'est-à-dire que vous avez des chances, si les gens ont voté pour quelqu'un, pour un parti pour les élections communales, elles voteront pour lui pour les élections législatives. Parce que c'est un sas pour les élections législatives. Donc, ça va être un combat de notables avec un risque majeur, mais vraiment majeur, de désaffection et d'abstention majeure dans les grandes villes. Ça va être, on l'a vu déjà dans les élections de 2021. 2021, on a vu qu'à Casablanca, il y a des gens qui ont gagné des élections. Et imaginez que dans une ville de 4 millions de personnes, il y a des gens qui ont gagné des élections avec 4 000 voix, 5 000 voix. Donc, on était devant des taux d'abstention, enfin, on était devant taux de participation de 15-16%. Ce qui a sauvé le taux de participation aux dernières élections de 2021, c'est le vote du monde rural, mais c'est aussi parce qu'on a agrégé les 3 scrutins, on les a agrégés. Le même jour. Donc, ce qui a fait qu'il y avait une participation assez massive. Bon, cette année-là, enfin, 2026, il n'y aura pas de vote agrégé. C'est-à-dire, on ira pour les élections législatives. Donc, il y a un risque majeur de désaffection et d'abstention majeur, et notamment dans les grandes villes, parce que ça va être un combat de notables. Donc, un notable, il pourrait très bien acheter 3 000 voix, 4 000 voix, 5 000 voix, 6 000 voix, mais d'accord, mais il ne va pas acheter une ville de 4 millions de personnes. Donc, alors, pour la deuxième partie de votre question, sur Raza, on est aussi devant quelque chose de générationnellement important. C'est vraiment, on est devant un fait qui est en train de créer des lignes de démarcation que j'ai jamais vues. Enfin, tu peux me dire aussi, peut-être que je m'attends, j'ai tort. On est en train de voir des lignes de démarcation politiques qui sont en train d'émerger, qui sont en train de prendre forme autour de la question de Raza. Aziz, tu as fait plein de meetings politiques depuis longtemps. C'est quelque chose qui a été toujours dans l'ADN, le folklore politique des partis politiques, au Maroc, des organisations, des syndicats. C'est la présence massive de la question palestinienne. C'est une question qui s'est essoufflée avec le temps. Elle a commencé à disparaître complètement, mais Raza a fait revenir la question palestinienne comme une question principale et importante, même dans le discours politique marocain. Et là, on se retrouve avec des courants complètement différents, où l'on voit pour la première fois un courant qui est en train d'émerger, qui considère la question palestinienne comme complètement secondaire, sinon une question, si une minorité, une petite minorité, comme quelque chose qui serait nocif pour les intérêts du pays. C'est un problème fédérateur, un problème mobilisateur pour le monde entier, pour le Maroc en particulier, qui a toujours eu un rapport assez particulier à la Palestine depuis les relations orageuses entre Hassan II et Yasser Arafat. On s'en rappelle. J'avais même appris un terme l'arabia avec Hassan II. Le takhbab daro. Tu te rappelles de ça? On a toujours eu une relation très très épidermique avec la Palestine. Maintenant, bon, c'est normal. Ben Kiran, qu'est-ce qu'il a? Le conflit d'intérêts, donc attaquer. C'est ce que faisait Ilyas Omari avec Ben Kiran. Au lieu de dire ce que moi je veux faire, je dis ce que toi tu fais mal. D'accord? Donc, le conflit d'intérêts, le Kada, Aziz Akhnouch prête les deux flancs, ma chère, un flanc, parce qu'il communique pas, il se défend pas. Donc, t'as, bien sûr. Et quand il le fait mal. Il le fait très mal, vaut mieux qu'il le fasse pas. Après, c'est Raza, forcément. Alors que Raza, bon, on n'a pas si on voit d'un point de vue diplomatique, on est bien avec l'État d'Israël, peut-être pas avec ce gouvernement, mais avec l'État d'Israël, comme on est bien avec l'autorité palestinienne. Et même Ismaël Haniyeh était venu au Maroc à l'époque de l'Ottomanie, et il avait dit Sa Majesté, il y a beaucoup de choses à faire, etc., etc. Donc, à la limite, c'est pas. Maintenant, je voudrais revenir à cette question électorale. C'est pas loin, Bouchara. Pourquoi? Parce que ce que dit la dure et cruelle prémonition de Abdullah Touravi est vrai, c'est qu'il y aura une désaffection totale, et s'il y a une désaffection totale, les mêmes vont repasser avec les mêmes méthodes. Bien. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un corps électoral de 17-18 millions de personnes sur un effectif de 25 millions. Sur les 17-18 millions, il y a la moitié qui vote. En général, c'est les plus instruits qui ne votent pas. Le monde urbain. Le monde urbain. Le jour où ce monde, c'était comme l'histoire du quotient électoral, pourquoi ça avait changé, cette espèce d'hérésie, on en a souvent parlé. Le jour où les gens instruits comprendront qu'en ne votant pas, en fait, ils votent pour la majorité sortante, peut-être qu'on changera. Sur les 7 millions en jachère, 7 millions d'électeurs qui servent à rien,
qui font rien, qui votent pas. Je dis qu'ils servent à rien. S'il y a des gens qui nous regardent et qui votent pas, ben ils servent à rien. Si ils allaient voter, et s'il y en avait que 1 million ou 2 qui votaient, ça changerait tous les équilibres. Parce que le parti, dans le premier parti de loin, il en avait combien? 2,5, 2 pour le RNI, 1,5 pour le PJD. Allons tous voter, on changera les équilibres. Parce que si on continue comme ça, les élections maintenant, c'est une question d'argent. C'est pas qu'on va voter 200 dirhams, 300 dirhams. Bon, ça, on le dit, c'est pas prouvé. On en sait quelque chose, mais c'est pas prouvé. Par contre, se retrouver avec, sur les réseaux, avec la publicité massive. On se rappelle, en 2021, j'appelais quelqu'un, trop à l'air ça monte, saute al-RNI, c'était al-Hsen. Mais je voyais ça 25 fois par jour. Alors, Imma, on a un entendement et on se défend contre ça et on fait ce qu'on a à faire. Imma, ça rentre. Et puis, à un moment, les gens votent. Et c'est pour ça qu'il y a eu 2 millions, avec 2 millions de personnes qui se sont inscrites. On peut se demander pourquoi. Il y a la donne de l'argent, Aziz, mais, et vous le dites, et d'ailleurs, dans un certain nombre de vos billets, vous y revenez fréquemment. Les Marocains et les Marocaines n'ont pas la mémoire courte. Vous dites, entre un chef du gouvernement qui veut rééduquer les Marocains et un qui les insulte en les qualifiant de microbes, notre pays mérite mieux. Et il ira certainement mieux si ces électeurs vont effectivement voter le moment venu. Mais voter pour qui, concrètement? Voilà. Si c'est pas le RNI, si c'est pas le PJD, voter pour qui? On va pas faire la campagne électorale. Chacun vote pour qui il veut. Il vote pour l'UC, il vote pour le MDS, il vote pour le Sirla, il vote pour, non, le Sirla fait partie des 3 premiers. Il vote pour n'importe qui. Il vote pour le PPS. C'est bon parti. Qui pourrait incarner, mais on peut lancer des pronostics quand même, qui peut incarner aujourd'hui ce fameux gouvernement du mondial? On va pas commencer à dire des noms. Pourquoi? Parce que, bon, tout le monde dit, Akhnouch va rempiler. Beaucoup de monde disent, croient beaucoup en Fatem Zahra Mansouri qui va y arriver. Oui. D'autres disent, Nizar Baraka va y aller. Driss Choukairi est absolument convaincu qu'il va y être. Je sais pas pourquoi. Nabil Ben Abdallah est assez humble et modeste, donc il sait qu'il va pas y être, mais il espère être 2e, 3e, 4e. Plus on dira des noms, et plus ça sera véritablement un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire ça ne servira strictement à rien. Parce que, encore une fois, si on avait des majorités à 7, 8, 9, 10 millions, enfin, premier parti, pour être premier, il fallait 7, 8, 9, 10 millions, là, ça aurait été compliqué. Mais avoir un parti qui devient premier et qui tient le gouvernement avec 1,5 million ou 2, c'est pas compliqué. C'est pour ça que je dis que les gens doivent aller voter. Absolument. Il faut qu'ils arrêtent de dire ça ne sert à rien. C'est les mêmes qui reviennent parce que non, il y a une démocratie électorale de l'urne qui peut permettre de changer les choses. Il y a les gens qui disent ah mais de toute manière c'est le roi qui fait tout. Ben non, c'est pas le roi qui fait tout. Il y a les institutions qui font les choses. Le meilleur exemple, on parlait hors antenne à Bouchra, c'est l'histoire de l'avortement. Il avait bien donné des instructions claires, nettes, ça n'avait pas été fait. Ni sous le PJD, ni sous le RNI. Donc, il faut aller voter, il faut aller absolument voter et écouter. Mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait des partis politiques aussi qui puissent développer un langage qui fasse sens, un discours qui fasse sens, quelque chose qui puisse parler aux gens. Parce qu'il y a énormément de choses. Il y a le gouvernement du mondial. Quand on dit le gouvernement du mondial, un pays qui se construit. À un certain nombre de points de vue. On construit un tas de choses. Maintenant, ce qu'il faut, c'est effectivement qu'il y ait les gens adéquats au poste adéquat. Et pour ça, il faut qu'il y ait des partis adéquats. Et pour ça, il faut qu'il y ait un électorat qui fasse son travail. Et ça, c'est pas gagné. Les Sirla, est-ce qu'il pourrait se positionner, tiens, en vue des futures législatives? Et bien sûr, il peut toujours se positionner. Je veux des noms de partis, je veux des pronostics. Oui, je veux du pronostic, tu me pronostic, le RNI arrive à premier. Bon, voilà. Oui. Le RNI arrive à premier pour des raisons extrêmement simples, matérielles, pragmatiques, etc. Bon, voilà. Enfin, le RNI pourrait arriver premier. Pour les raisons que je viens d'expliquer. Une question d'organisation, une question de notables, une question de moyens financiers qui sont mis à la disposition des partis, une question parce qu'on est devant l'un des hommes les plus riches au Maroc, qui est à la fois acteur politique et acteur économique, qui est là. Imaginons un jour que Atma Benjelloun décide de créer un parti politique aussi. Voilà. Enfin, il va financer son parti. Il y a des choses que le parti de Atma Benjelloun puisse gagner ses élections. Voilà. Enfin, c'est tout aussi simple que ça. L'arithmétique est aussi simple. Il y avait une parenthèse, et il y avait des parenthèses dans l'histoire du Maroc, il y avait des parenthèses. Il y avait une parenthèse PJD, où les gens, ils ont voté pour un parti qui est là, ils n'ont pas voté pour les notables. Ils ont voté pour une marque. Les gens, maintenant, enfin, je peux poser les gens qui nous regardent, est-ce que vous vous rappelez le nom du maire de Casablanca? Est-ce que vous vous rappelez le nom du maire de Rabat? Est-ce que vous vous rappelez du nom du maire de Marrakech? Personne ne se rappelle d'eux. C'est des gens bien sympathiques, etc., honnêtes, certainement, mais personne ne se rappelle d'eux. Donc, on n'a pas voté pour des notables. Si je demande aux gens, est-ce que vous vous rappelez du nom du maire de Casablanca?
il y a 12-13 ans, tout le monde va se dire Sajid. Parce que Sajid est un notable. Donc voilà, les gens se rappellent très bien de Sajid parce que c'est un notable, etc., etc., pour d'autres villes, etc. Donc les gens au Maroc, la parenthèse 2011-2021, c'est vraiment une parenthèse politique qui pourrait rappeler d'autres parenthèses que le Maroc ait connues, avec l'UCP, avec le Cerklel, dans des conditions qui sont bien particulières. Là, on est en train de revenir à une situation qui a été la situation au Maroc pendant des années, dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, c'est les notables qui gagnent les élections. On est en train de revenir à un vieux livre de sciences politiques qui a été écrit dans les années 60, qui s'appelle Le Fallah marocain défenseur du trône, de Rémi Levaux, où il explique très bien pourquoi les partis, qui sont appuyés à des notables dans le monde rural, gagnent aux élections. Abdellah Alaoui, le plus grand intellectuel marocain du XXe siècle jusqu'à maintenant, il a perdu aux élections face à un notable, face à un commerçant. Donc, tout aussi intellectuel et grand penseur que lui. Donc, il n'y a pas de noms qui vont se démarquer. On aura ces partis-là. Mais là, je pense qu'à un moment, au Maroc, on doit se poser la question que d'autres pays se posent sur notre système politique, sur notre système représentatif, sur la démocratie représentative. Parce qu'on est en train d'arriver aux limites, mais vraiment aux limites de cette démocratie représentative. Est-ce qu'il ne faudrait penser pas à autre chose d'innovant qui pourrait nous faire sortir un peu de cette situation où dans 5-10 ans, on va commenter la même chose. La réelle politique, le pouvoir de l'argent, un horizon indépassable, Aziz Bousta. Alors, d'où viendra le sursaut? Si tu me demandes mon avis, je suis comme mon ami Abdallah, je suis Rémi qui va te passer. Mais, j'ai mis là. Rémi, il y a un mais. Historiquement, ça tu le sais très bien, il n'y a jamais eu de Premier ministre qui a rempilé sur une logique électorale. C'est une tradition chez nous. Même quand ça arrive en 2016, il sort des problèmes qui font qu'on les appelle blocage ou n'importe quoi et qui font que ça passe pas. Si quelqu'un convainc Aziz Akhannouch que là, c'est pas la peine de mettre autant d'argent dans une campagne électorale parce que de toute manière, tu seras pas chef du gouvernement et qu'il quitte la scène. D'abord, ça aura deux conséquences. Il y aura un autre chef du gouvernement, un autre parti. Deuxièmement, Rémi va mourir de sa belle mort parce que c'est comme un corps humain qui est sous perfusion. Tu enlèves la perfusion au bout de 5 ans, la perfusion financière, etc. Donc, il est peut-être pas tout à fait sûr que ce soit mais Rémi après existe à Aziz Akhannouch, il ne lui survivrait pas? Pas parce que Aziz Akhannouch est incontournable. C'est parce qu'il a instauré justement cette relation entre pouvoir et argent, ce que vous avez bien explicité aussi, et qui a un homme d'influence. C'est le parrain, c'est ce que j'ai mis dans un de mes billets, sans partir dans le Corleone et Marlon Brando, mais le parrain dans le sens de celui qui couvre, celui qui protège, celui qui est là, le père de tous. Le parrain, il a le même préfixe. Donc c'est un peu ça. S'il part, ce parti a fonctionné, comme tous les partis, a des problèmes d'argent. Avec Akhannouch, il n'y a pas de problème d'argent. Bien, alors si Akhannouch passe, il aura des problèmes d'argent. Et donc, peut-être qu'il ne pourra pas arriver. Et c'est là vont arriver les deux jeunes loups aux dents longues, enfin, si on peut appeler les Cerklel jeunes, puisqu'il a 80 ans, ils vont arriver donc pour y aller. Donc, moi, je pense que c'est peut-être pas tout à fait sûr pour Aziz Akhannouch. Sur l'histoire. Je parle pas d'Aziz Akhannouch, je parle du Rémi. Si Aziz Akhannouch est là, le Rémi va passer. Après. C'est pas sûr. Non. Il faut que Aziz Akhannouch soit convaincu du fait que lui-même, parce que, en tant que bon homme d'affaires. Je pense qu'il a l'appétit pour son. Je pense qu'il a l'appétit. Sauf que peut-être que quelqu'un lui dira, je chauffe l'histoire, là. Regarde l'histoire, là. Il y a des règles, des traditions. Deuxième chose, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je suis pas le seul, on n'est pas les seuls à le dire sur le fameux article 47. Il faudrait peut-être relire l'article 47. C'est le roi nomme le chef du gouvernement parmi les rangs du parti arrivé premier selon les résultats. Bon, ça passe pas. Mais là, je reviens au communiqué du 15 mars 2017. Le communiqué du 15 mars 2017, c'est là où Abdelkader avait été, je connais la date parce qu'il était important ce communiqué, c'est là où Abdelkader avait été limogé et où le roi, communiqué du cabinet royal, le roi disait parmi les solutions que nous avons, on va choisir quelqu'un du même parti qu'on a parmi les solutions. Bien. Il y a l'article 41 et l'article 42 qui permettent au roi, qui garant de la démocratie, des pratiques, d'interpréter. Donc, peut-être qu'il sera même pas possible, qu'il sera même pas nécessaire de passer par la Constitution, qui est un processus lourd, mais peut-être, c'est-à-dire que, tu me diras, je te vois me regarder à quoi tu penses. Je pense peut-être que s'il y a un vote groupé, s'il y a un vote d'alliance, c'est-à-dire que si ils ont déjà fait ça une fois, les gens de la Koutla, se rassembler et présenter un seul candidat. Et là, tu auras tout le monde pour un seul candidat. Tu auras les gars de l'Istiqlal, de l'USFP, du PPS et peut-être même aussi du PJD qui viendraient pour défendre la même personne.
ça serait intéressant pour le vote urbain. Merci, messieurs. Merci beaucoup. D'avoir Merci, accepté c'était un plaisir. notre invitation. Alice Boustat, je rappelle que vous êtes chroniqueur, analyste, directeur de publication de Panora Post et vous animez sur Média le débrief, rendez-vous hebdomadaire qui décrypte l'actualité politique. En face de vous, Abdel Sorabi, merci. Merci beaucoup. D'avoir été parmi En face, nous à côté de aujourd'hui. On n'a pas été très en face. En face et du côté gauche, je le précise. Vous êtes, On est plutôt d'accord avec vous êtes chroniqueur et journaliste et vous signez chaque semaine bien Notre Époque, c'est le nom de votre tribune publiée dans les colonnes de Tel Quel. C'est la fin de ce débat. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi et surtout un grand merci à la formidable équipe qui m'accompagne pour chaque numéro. Manel Zainabi, Adam Harshawi, Iman Saadi et Leila Belharti. Merci à vous pour votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à suivre ce rendez-vous. N'oubliez pas de vous abonner à telquel.ma pour ne rien manquer de l'actualité nationale et internationale. À bientôt pour un nouveau Tel Quel Talk.